Good picture, Steve. Roger, roll, Discovery. Cette semaine, la fine équipe d'ORLM dresse le bilan de Google I.O. Près de 3 semaines avant l'ouverture de la WWDC d'Apple, Google a organisé sa conférence développeur, une keynote qui affiche la vision du futur du moteur de recherche, tant en matière d'assistant vocal, de réalité virtuelle, d'objets connectés bien sûr du smartphone avec la nouvelle version d'Android. Bonjour à tous, soyez bienvenus dans le studio Dailymotion qui nous accueille. Vous en avez l'habitude chaque semaine et qui nous diffuse en exclusivité tous les vendredis soirs. Alors n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton qui apparaît en haut de cet écran. Vous en avez l'habitude également, vous nous retrouvez en podcast en HD sur iTunes, mais également en une version 100% audio si vous aimez écouter l'émission en voiture ou en faisant votre jogging le dimanche matin. Et vous nous retrouvez chaque semaine également sur notre site www.onrefaitlemac.com avec nous en plateau pour débattre de l'actualité d'Apple, de Google I.O., Paul Rony, la touche charme de cette émission, mais également plein de neurones. Non, c'est pas du tout, c'est pas ça. Ça va bien ? Ça va très bien et toi ? Ça va bien. Je te sens, sarcastique par rapport à certaines critiques que tu as pu recevoir. Oui. Ça va bien ? Ça va très bien et toi ? Oui, tu es charmant aujourd'hui. Ben, merci. Autre à touche charme, mais également... Ne me résume pas à mon physique, s'il te plaît. Je dirais une sorte de Kim Kardashian de la tech, mais avec énormément de neurones. Il s'agit bien sûr de Fanny Bouton. Ça va Olivier ? Ça va bien ? Bah écoute, très bien. Tout en beauté. La maquilleuse fait un travail magnifique. Tu m'irradies par ton intelligence. J'ose même plus présenter cette émission. Et le plus beau d'entre nous, hein, vraiment, c'est un top modèle. C'est une sorte de, je sais pas, à qui on parle, je ne sais pas. Il pourrait faire les anges de la télé-réalité tellement qu'il irradie San Francisco. Il s'agit bien sûr de Cédric Ingrand de la chaîne Info. Bonjour Cédric. Ah oui, non, je me demandais honnêtement de qui tu parlais. Je pensais pas que ça s'adressait à moi. Ici à San Francisco, il est très très tard parce que vous enregistrez très très tôt le matin. Eh oui. Je dis rien, donc on va faire vite, d'autant qu'il y a quand même pas mal de choses à couvrir. Oui, c'est plus on refait le max, c'est Télématin en ce moment, mais c'est bien, hein, ça nous donne de bonnes habitudes pour le futur. Tu l'as dit, une conférence Google I.O. très riche, ça va être très intéressant cette émission. On va commencer tout de suite par le chiffre de la semaine avec Paul Rony. Le chiffre de la semaine avec Paul Rony, quel est donc le chiffre cette semaine ? Cette semaine, Olivier, on va faire comme au foot, on va comparer les équipes. Le chiffre de la semaine, c'est 7000. C'était le nombre de participants à la Google I.O. à peu près en estimation pour cette Google I.O. 2016. Alors, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à la WWDC, par exemple ? Eh bien, la WWDC 2015, Apple avait elle aussi réussi à avoir 7000 développeurs chez elle dans ses locaux pour présenter ses nouveaux produits logiciels. Mais chez Google, visiblement, la répartition hommes-femmes était beaucoup plus équitable. Il y avait quasiment plus de 40% de femmes, ce qui est une très bonne nouvelle. La diversité est en progression aussi, avec encore de gros efforts à faire de ce côté-là. Chez Google, 60% des employés sont quand même blancs et mâles, d'après ce que j'ai pu lire. Chez Apple, je crois que c'est pire que ça, donc il reste de gros efforts à faire sur ce point. Non, mais Tim Cook est en Inde, là, tu vas voir, ça va s'arranger. Fanny, une réaction ? Non, mais c'est un débat qui est un petit peu dur. On a vu la semaine dernière encore sur des grosses conférences les organisateurs s'excuser qu'il n'y avait que 40% de femmes sur scène, etc. C'est vrai qu'il faut une progression des femmes. La conférence de Luc Lemer, c'est ça ? Par exemple, mais j'en ai vu d'autres, du Hub Institute, etc., où régulièrement on se fait tacler, ils se font tacler parce que ça manque de femmes. C'est aussi un milieu où il n'y a pas forcément assez de femmes encore. Et j'aimerais bien aussi qu'on comprenne que les quotas, si c'est pour avoir des seconds choix parce qu'il faut des quotas, c'est un petit peu dommage. Donc voilà, donc je comprends qu'on avance, mais il faut aussi laisser le temps, les choses se faire pour que les femmes arrivent à des bons postes. Ça progresse énormément dans le milieu, donc on est de plus en plus. Donc voilà, mais il ne faut pas non plus pousser le bouchon trop loin et attendre, ça va se faire, j'en suis sûre. Bon. On est aussi intelligente que vous. On va poser la question à la touche charme de San Francisco, à savoir Cédric Ingrand. Qu'en est-il, Cédric, qu'en est-il de ton côté un gros succès quand même en termes... il y a énormément de monde tout simplement chaque année, de plus en plus de monde à la Google I.O., la conférence des développeurs de Google tout simplement. C'est compliqué parce que ces dernières années, il suffisait pas juste de vouloir aller à Google I.O. et de payer sa place pour y aller. On te tirait au sort. Il y a des années où ils mettaient des épreuves, tu vois, des espèces de petites épreuves de réflexion, de programmation. Cette année, ils ont ouvert les vannes un peu plus parce qu'ils ont changé d'endroit. Ils le font plus au Moscone, enfin au Convention Center de San Francisco, qui est exactement le même endroit où se passe la WWDC. Non, on la connaît. C'est le
même endroit que Google I.O. C'est différent. N'importe quoi. Historiquement, c'est pas pareil, mais on continue. Laisse-le Non, finir. ça va. Non, mais c'est l'endroit où se passent toutes les grandes conférences bien ici. sûr. C'est-à-dire que ce soit la conférence développeurs d'Intel, que ce soit cette semaine, je crois que c'est la conférence Informatica. Alors ça donne un peu le frisson, mais et la grande salle, elle est limitée, je crois, t'es entre 4, 5, voire 6 000 personnes vraiment en poussant les murs. Du coup, ils ont changé d'endroit. Là, ils l'ont fait en plein air. Ils l'ont fait dans un endroit où on fait des festivals et des concerts en plein air, le Shoreline Amphitheater à Mountain View, qui a un autre avantage pour eux, c'est que c'est littéralement de l'autre côté de la rue du campus de Google. Donc tu voyais des employés de Google venir avec des petits vélos Google de toutes les couleurs. Et puis en plus, ça leur donnait beaucoup plus de place pour déployer des grands amphis, etc. Ça n'avait pas que des avantages, parce que le premier jour, quand on est arrivé, dans le il n'y avait pas juste des lunettes cardboard et un t-shirt, mais il y avait de la crème solaire et des lunettes. Mais voilà, du coup, le grand amphi, c'était assez chouette, parce qu'en plus, c'est un endroit qui n'est pas fait pour faire des keynotes, c'est un endroit qui est fait pour faire des concerts de rock. Donc, forcément, quand les gens de Google arrivent sur scène, ça avait un petit côté rockstar. Il y a l'un des patrons des développeurs d'Android qui est arrivé sur scène en disant toute ma vie, j'ai rêvé de faire ça, quoi. Voilà. Ouais. Et du coup, pour arriver à dépasser ces chiffres-là, il faudrait par exemple qu'Apple change d'endroit. Ça n'en prend pas le chemin, parce que même dans le futur spaceship, dans le futur siège social d'Apple qui est en construction, il n'y aura pas un amphithéâtre de 7000 places. Il ne faut pas rêver, c'est pas Bercy. Ouais, Cédric l'a dit, Paul, Apple a instauré un modèle avec ses keynotes qui ont beaucoup inspiré à toutes les grandes marques de la tech et au-delà d'ailleurs. Ils ont instauré un modèle notamment avec Steve Jobs, mais il y avait souvent des surprises de la fantasy. Et puis, c'est un peu vieilli quand même ces derniers temps. Les keynotes d'Apple ne sont pas aussi spectaculaires. Il y avait un côté un peu, tu l'as dit, Cédric, rockstar, avec en ouverture, on pourra le voir sur ces images, avec un VJs, une sorte de DJ vidéo qui a essayé de mettre un peu d'ambiance. Bon, après, c'était plus habituel comme format, mais c'est vrai qu'ils essayent d'innover et c'est plutôt sympa. Du côté d'Apple, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de surprise. Ils essayent d'innover. En termes de mise en scène. Ils essayent d'innover, c'est plutôt sympa. Chez Apple, on reste sur du grand classique. Même la couleur des diapos, tout ça n'a pas évolué depuis des lustres. Et surtout, j'ai trouvé que chez Google, les intervenants étaient quand même plus jeunes, plus dynamiques. Et chez Apple, le casting, si on peut dire, avec toujours Schiller, Cook, Dan Riccio dans les vidéos, tout ça commence franchement à avoir un petit coup dans l'aile. Et le seul qui me plaît encore vraiment sur scène, c'est Federighi, parce qu'il a vraiment la pêche. Et là, j'ai trouvé que chez Google I.O., les intervenants étaient vraiment... Surtout, Paul, il y a un truc auquel tu n'as pas fait attention, c'est le nombre d'intervenants qui étaient des intervenantes. Oui, exactement. Pendant Google I.O., pendant la keynote. Ouais, c'est vrai que ce côté-là, il y a beaucoup à faire. Et c'était pas juste, je veux pas tomber dans des clichés, c'était pas juste des chefs de produits ou des responsables marketing. Non, c'était des responsables de produits, des responsables des développeurs, des vraies codeuses hardcore qui arrivaient. Et on va pas faire de sexisme, mais c'est quand même sympa, tu vois, qui arrivaient avec. Il y en a, elles sont venues habillées en filles. Donc tout à coup, mais c'est vrai, là aussi, je pense qu'il y a je sais pas si c'est une évolution dans l'organisation de Google, dans les troupes, ou une organisation juste de la communication Google, mais quand même, on voit qu'il y a un effort très très net qui a été fait de ce côté-là, et ça avait un côté assez rafraîchissant. C'est vrai que c'était pas juste des hommes blancs 40 ou 50-naires. Quoi. Exactement. C'est pas les mêmes générations, effectivement, et celui qui incarnait cette keynote qu'il a présentée, c'était pas le patron de l'entité globale d'Alphabet, mais c'était le patron, entre autres, de Google, ce qui est déjà pas mal. Sundar Pichai, qui est d'origine indienne. À un moment où Tim Cook est en visite et évangélise Apple en Inde, Google a déjà opéré le virage depuis belle lurette, Cédric. Ah oui, bien sûr, mais il y a même des années, je me souviens, où quand les keynotes étaient encore à Moscone, où arrivait sur scène, comment il s'appelait celui qui était chez Microsoft avant, qui est venu là, qui est parti après, qui était l'un des patrons. Hugo Barra ? Et puis après, on fait... Pardon ? Hugo Barra ? Non, celui qui est parti chez Non, Xiaomi ? pas Hugo Barra. Non, un autre qui était indien. C'est idiot que son nom échappe. On enchaînait sur Sundar Pichai, puis sur un autre chef de produit indien, lui aussi. Et une fois, je me souviens, j'avais tweeté en disant, si les Martiens nous regardent de très haut, ils doivent se dire, Google doit être forcément une grande société indienne. Il y a énormément de... Il y a énormément de diversité.
d'ingénieurs, de développeurs, parce qu'ils ont un vrai savoir-faire tout simplement en matière de formation universitaire. Il y a énormément d'efforts qui ont été faits il y a des années en Inde. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens dans la Silicon Valley qui sont issus de l'Inde, depuis des années. Énormément. Il y a une diaspora indienne en Silicon Valley dont le seul égal est peut-être la diaspora chinoise. Et encore, à mon avis, c'est assez loin. Bon, allez, on va commencer par parler de la principale annonce de cette Google I.O., une annonce matérielle, ce qui n'est pas toujours... c'est important de le souligner pour une boîte comme Google. Il s'agit bien sûr de Google Home. Première annonce donc de cette Google I.O. Google Home, une sorte d'assistant vocal. Alors ça ressemble beaucoup à ce que nous a proposé Amazon il y a quelques mois, Cédric, avec Echo, qu'on connaît également sous le nom d'Alexia. D'Alexa, oui. Alexia, c'est en Corse. Alexa, c'est le petit nom qu'on lui donne quand on lui parle. Ouais. Oui, évidemment, ça rappelle. La première chose qu'ils ont présentée, c'est Google Assistant, qui est en fait juste l'émanation logicielle. Qui permet de faire tourner. Oui, et puis qui sera une application aussi à part sur ton téléphone. C'est-à-dire que tu pourrais lui dire, OK, Google, enfin, c'est l'extension de ce que permet Google Now aujourd'hui, en termes de commande vocale, un peu l'équivalent de Siri, mais qui, lui, justement, est quand même appuyé sur, la connexion à tes services Google que tu utilises tous les jours, et puis à la recherche Google, ce qui aide beaucoup. Du coup, Google Home, c'est un peu l'incarnation physique de ça. C'est la même chose, mais dans un appareil, un device, cette espèce de ce qui ressemble à une enceinte cylindrique et connectée, que tu mettrais au milieu du salon ou dans la cuisine, et qui va te permettre de lui poser des questions, de lui donner des ordres, etc. D'ores et déjà, ils ont montré que c'était connecté à toutes sortes d'applications, que ce soit Spotify pour écouter de la musique, Uber pour commander une voiture, etc., etc. L'intérêt, évidemment, c'est que Google, l'intérêt de ces services-là, c'est que tu vas pouvoir leur poser des questions simples. Tu n'es pas forcé de leur réexpliquer tout depuis Vercingétorix. Si tu leur dis Google, commande-moi une voiture, il sait déjà où tu habites, il connaît l'adresse de départ. Il croise les infos en clair, c'est ça. Google, commande-moi une voiture pour aller au bureau, il sait où tu es et il sait où tu vas. Ce qu'Amazon ne sait pas forcément, parce que moi je suis en train d'expérimenter Alexa depuis plusieurs semaines grâce à au petit tribi d'Invoxia. Ouais. Qui est compatible Alexa aux États-Unis. C'est très bien, mais pour que ça marche, il faut que tu ailles dans l'appli Alexa pour lui expliquer pas mal de données de base sur toi, pour la connecter à des comptes de différents services, etc. Toutes ces choses que Google aurait déjà de manière native. Si en plus tu rajoutes à ça évidemment la puissance des données qu'ils détiennent, pas sur toi, mais sur le reste du monde, au travers du moteur de recherche, au travers de la connexion à différents services, à la météo, aux horaires des vols, enfin, etc., etc. Évidemment, ça va faire un outil extrêmement puissant, d'autant que le coût là, c'était évidemment, l'idée là, c'était de le dévoiler aux développeurs pour leur permettre d'y connecter leur propre service et d'enrichir le service tel qu'il sera disponible, en tout cas pour l'application dans quelques mois. Oui, d'ici l'été pour le matériel. Mais avant de revenir pour le matériel, par rapport à Google Now, qu'est-ce qui change, Cédric, concrètement? Tu sais qu'on a reçu il y a 15 jours dans cette émission Luc Julia, qui est le papa de Siri, l'équivalent, entre guillemets, si on peut le comparer, de Google Now dans la galaxie Apple. Il était assez sceptique sur la capacité des assistants vocaux à encore évoluer. Il attribuait l'amélioration, je dirais, les progrès qu'on a rencontrés, ne fût-ce que dans Siri ou dans d'autres plateformes en matière d'assistance vocale, de par l'augmentation de la puissance des puces des processeurs embarqués dans nos smartphones. Il doute de la capacité, je dirais, logicielle, de l'intelligence artificielle, d'arriver à 100% de reconnaissance vocale. Pour lui, il faut repartir de zéro, à l'image du nouveau projet d'Adam Scheyer, qui est le patron de Vive. Hein, tu m'arrêtes, c'est Paul, si j'ai dit une bêtise. Oui, c'est ça. Voilà. Est-ce que du moins, lorsque tu as discuté avec les développeurs à San Francisco, il y a un réel progrès en cette matière? Parce que l'enjeu, quand tu multiplies le nombre de services, c'est que tu crées de la confusion, selon les dires de Luc Julia, et donc tu crées de la confusion, il ne sait plus à quel service s'adresser. Alors ça c'est vrai, et c'est pour ça qu'ils ont expliqué d'ailleurs qu'ils voulaient y aller à pas compter, quitte à aller lentement, mais à éviter de se planter dès le début. Mais pour moi, l'augmentation de la puissance de ces services-là, c'est justement la compréhension du contexte. Par exemple, dans les démos qu'ils ont pu faire, il y avait, tu pouvais demander à Google Home qu'est-ce qu'il y a comme film à voir cette semaine. Et Google a évidemment cherché et te donner la réponse au travers, par exemple, ça c'est sur l'assistant, sur le smartphone, sur Google Assistant, il allait te montrer les films de ton cinéma local ou du cinéma où tu vas le plus souvent. Tu pouvais leur poser la question en disant oui, mais si je veux emmener les enfants,
tout à coup, tu comprends que tout le contexte que la machine est en train de comprendre à ta place, en fait, sans que tu aies besoin de lui réexpliquer, fait que ça en devient un outil conversationnel agréable, utile et puissant. Je pense que l'amélioration de ces services-là, c'est vraiment la compréhension du contexte. Et ça s'appuie quand même sur énormément de calculs, énormément de choses, énormément de données et d'analyses parfois en temps réel. D'ailleurs, ça fait partie des surprises. Je ne sais pas si on en parlera tout à l'heure, mais le fait que Google ait dévoilé le fait que ça y est, ils font leur propre puce, justement, par exemple, pour faire tourner ces moteurs d'intelligence artificielle. Oui, c'est-à-dire qu'il y a leur propre moteur derrière le logiciel, et on sait que Google, la force qu'ils ont, c'est que la possibilité de croiser énormément d'informations, là où Amazon, effectivement, a une base de données, ou même celle d'Apple, qui est beaucoup moins importante que celle de Google, effectivement. On le voit ici en plateau, que ce soit Paul ou Fanny, énormément d'acteurs sont positionnés sur le marché. On a Amazon, on a en France Tribi, qui est compatible avec Invoxia, qui est compatible avec Echo. La question, c'est est-ce que vous pensez qu'Apple va y aller? Est-ce qu'Apple va concevoir ce même système matériel, un assistant vocal, un Siri matériel dans le salon, à la maison, à votre avis? C'est une des questions qui est sur Twitter. On nous dit Home et Alexa paraissent géniaux. Pourquoi Apple ne fait pas de même avec Siri? Donc, oui, c'est une question qui se pose. À mon avis, la réponse d'Apple, c'est ça. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir quelque chose dans ton salon et tu rentres chez toi, tu lui parles. Ça, c'est l'Apple Watch. Je vois plutôt Apple faire un bridge entre l'Apple Watch, l'iPhone et l'Apple TV, plutôt que d'avoir des réplicateurs comme le fait Amazon avec Alexa. Et c'est-à-dire que ton réplicateur de micro, tu l'as à ton poignet, ça t'oblige à acheter un device en plus. On sait qu'Apple, c'est quand même du hardware avant d'être du software. Je les vois plus avec HomeKit, bridger tous leurs devices, et que ton micro, ton Alexa, ce soit ton Apple Watch ou ton iPhone, mais je ne les vois pas créer un truc que tu poses, même si Johnny Ive nous ferait sûrement une très jolie colonne inspirée d'Airport Extreme, je ne les vois pas aller vers ça, je ne pense pas du tout. Ouais, on sait qu'Apple, effectivement, c'est plutôt le matériel qu'ils cherchent à mettre en avant. Les services sont là pour faire rendre le matériel existant, pas du nouveau. On verra s'il manque, encore une fois, Julia le disait, dans cette émission, pour pouvoir faire en sorte que les assistants vocaux marchent bien, il faut mettre des micros partout. Et c'est vrai que le micro de l'iPhone ou le micro et le micro de l'Apple Watch, des fois, ne suffisent pas. Le fait de mettre des compléments, est-ce que ça va venir de constructeurs tiers? Est-ce que ce sera l'Apple TV qui va servir de stand de communication? L'avenir nous le dira. On a la réponse dans 3 semaines à la WWDC. Oui, Cédric. Non, mais d'autant qu'il y a un problème pour moi sur Google Home. C'est que si tu l'as dans la maison, que ce soit sur la table basse du salon ou dans la cuisine, ça devient un outil qui n'est plus un outil personnel, mais un outil familial. Alors, et là, tout à coup, la complexité va dépendre de la taille de ta famille. Parce que si c'est moi, il comprend ce que je fais, d'où je viens, où je vais, où est mon bureau, mais il va falloir aussi qu'il arrive à reconnaître non seulement ce que tu dis, mais à reconnaître le locuteur, à savoir si c'est moi, à savoir si c'est, je sais pas, mon épouse, à savoir si c'est les enfants, et donc en gros, dans quel puits de données il faut qu'il aille puiser pour comprendre le contexte de ta question, pour comprendre en fait quelle est ta réelle demande. Et du coup, ce que dit Paul est vraiment pas idiot, c'est-à-dire que tout à coup... C'est là tout le charme de cette émission, c'est pas pour rien. Pour Apple, on devrait le payer. Si pour Apple, on fait ça au travers de la montre, ça marche toujours parce que ça reste toujours un outil personnel. Ouais. Alors évidemment, du coup, ça n'a pas ce côté assez magique qu'on voit dans la vidéo de démo de Google où tout le monde parle à Google Home. Ouais, c'est une vidéo de démo. L'enfant pour faire ses devoirs, madame pour savoir quand monsieur rentre, etc. Ou aller chercher une recette de cuisine et monsieur pour d'ailleurs, tout ça en reproduisant quand même des schémas d'organisation de la famille qui datent à peu près des années 50. Le but était de montrer que chacun dans son rôle, ça pouvait fonctionner. Il n'y avait pas de chien, je crois, dans la vidéo. Ça va induire de la complexité, donc il pousse un peu la barre de ce qu'on sait faire aujourd'hui. Et c'est vrai que du coup, c'est aussi très intéressant. Moi, j'en ai envie. Honnêtement, quand la conférence a commencé et qu'on a vu Google Home, on a dit, bon, c'est bon, on repart avec. En fait, pas regarder sur le siège s'ils n'en avaient pas mis un, c'est ça? Je tenais à le dire. Le vilain petit secret, c'est pas un secret, c'est que tous les ans à Google I.O., les développeurs et tout le monde repart avec des cadeaux plutôt sympas. Alors, ça va d'une tablette certaines années jusqu'à des Chromebook Pixel ou alors des collecteurs comme le Nexus Q il y a 4 ans. Gros collecteur celui-là, je te confirme. Cette année, on est reparti avec un cardboard. Donc, voilà. Et de la crème solaire. Et la crème solaire, oui, Fanny. Cédric, moi,
sur tout ce qui est recherche, justement, reconnaître les gens, etc. Dans le milieu de la robotique, ça fait quand même des années que c'est fait et que ça peut être intégré à ça. Entre autres, on voyait avec le Aibo, tu avais déjà avec la caméra et la reconnaissance vocale, le robot était capable de savoir qui était son maître, donc le premier qui s'enregistrait dessus. Donc tu avais, il te reconnaissait physiquement hein, parce qu'il analysait ton visage et il reconnaissait aussi ta signature vocale. Et ensuite, tous les gens de la famille, plus il les voyait, plus il les incrémentait dans ta famille et il savait qui était plus ou moins ton mari, tes enfants, etc. Et finalement, le chien obéissait mieux aux membres de ta famille, t'obéissait très très bien. Et donc les gens, les nouveaux, il n'avait pas du tout le même comportement avec. Donc. Et ça, c'était il y a 15 ans chez Sony. Donc je me dis que c'est pas le truc le plus compliqué à mettre en place, de reconnaître les gens, parce que justement la signature physique et vocale est quand même pas le truc le plus compliqué du monde à mettre en place. Alors, oui, en tout cas... Bien sûr, mais on est le problème de ces outils-là, c'est que tu t'attends à ce que ça marche et à ce que ça marche tout de suite. Oui, forcément. C'est-à-dire le fait que, par exemple, on ne peut pas t'imposer un apprentissage, par exemple, c'est pas possible. Et tu vois, par exemple, la puissance de déception qu'on a pu avoir, au moins au début avec Siri. Ouais, tu vois, c'est un peu comme... Je me souviens, les Nuls avaient fait un sketch il y a très longtemps, c'était un vrai faux super-héros qui s'appelait Super Appelle les flics. Ouais. Et ben, Siri, c'est Super J'appelle Google. Mais ça a vachement progressé. Ça a été déceptif au début. Mais... Google, c'est donc il y a intérêt. Oui, Fanny. Non, je disais ça a été super déceptif au début. Ça arrivait un petit peu trop tôt, la reconnaissance vocale, mais il fallait bien la mettre en place. Moi, la première, au début, j'utilisais absolument jamais Siri. Là, de plus en plus, au quotidien, j'écris beaucoup de choses, en tout cas en reconnaissance vocale, et c'est de mieux en mieux. Bon, là, j'ai noyé mon iPhone sur des tests dans des piscines pour des coques. Fallait pas. Voilà, fallait pas. Donc, du coup, en ce moment, je suis sur mon P9 et j'avoue que la puissance de reconnaissance vocale de Google m'impressionne parce que vraiment, les phrases, il les reconstruit. On le voit hésiter, reconstruire les phrases en fonction du contexte. Et la puissance de calcul, elle est là. Après, c'est ce que disait Luc Julia la dernière fois. Le problème, ça va pas être, c'est pas que ça fonctionne pas, c'est que quand tout le monde va utiliser ça, la puissance, le nombre d'ordinateurs qu'il faudra derrière pour que ça calcule pour tout le monde, voilà, c'est l'infrastructure qui sera pas assez forte, ils pensent, pour tenir la charge. Alors que, mais sinon, ça fonctionne quand même globalement. Oui, pour les démos, ça fonctionne toujours, c'est toujours l'enjeu, mais c'est vrai qu'il y a un côté un peu science-fiction qui se matérialise avec ce genre d'appareil. Une fois que le produit est sorti, qu'il y a énormément d'utilisateurs, et apparemment c'est le cas pour Amazon, qui a eu un beau succès avec Echo et Alexa depuis quelques mois, et là ça se complexifie apparemment, c'est moins réactif parce qu'il y a plus de gens sur le réseau, et on sait que le cloud, c'est un peu le talon d'Achille d'Apple, donc on verra dans quelques mois ce que ça donnera, voire même dans 3 semaines à la WWDC. En tout cas, la force de Google, c'est de pouvoir dévoiler en amont des produits, ce que ne fait jamais Apple, ce qui permet au moins de faire rêver les gens. On voudrait rêver un peu plus du côté de chez Apple. On va passer tout de suite à la deuxième annonce un peu surprise de Google lors de cette Google I.O. C'est du côté logiciel et l'annonce de Google Allo, un étonnant logiciel de messagerie. Google Allo et Google Duo, deux outils de communication, Cédric, qui a été présenté à Google I.O. D'un côté un outil messagerie, de l'autre un outil visioconférence. L'outil messagerie Google Allo, c'est quoi? C'est un concurrent direct de WhatsApp? Oui, ou d'à peu près l'essentiel des services de messagerie tels qu'on les connaît aujourd'hui. Ce qui est évidemment surprenant, c'est que Google a déjà Hangout qui marche très bien, qui fait papa-maman, enfin qui fonctionne sur toutes les plateformes. Ils ont voulu à la fois le rendre plus puissant, le simplifier et lui donner un petit bout de ces intelligences qu'on trouvera dans l'assistant, justement parce qu'il connaît et qu'il sait à peu près quoi répondre. Il peut te proposer des réponses automatiques à plein de questions. Alors c'est drôle parce que tu peux avoir des conversations automatiques avec les gens juste en cliquant sur oui, je comprends, tu vois. Enfin bon, bref. Voilà, plein de fonctions plutôt sympathiques. Et ils ont lancé en même temps Google Duo, qui est à peu près on va dire l'extension vidéo de Allo, comme Hangout qui fait de la vidéo, mais là c'est en one-to-one, juste pour faire des conversations à deux et pas de la conférence. C'est intéressant, c'est à voir, c'est déjà disponible, mais je n'ai pas testé en vrai. Ouais. Ce qui est intéressant avec Google Duo par rapport à Hangout, c'est qu'il utilise comme FaceTime le numéro de téléphone de l'utilisateur pour pouvoir appeler et donc être reconnu, et non plus l'adresse Gmail. Donc c'est une approche différente qui reprend celle d'Apple. Du côté d'Apple, Paul, il y a peu
de solutions. Il y a quand même iMessage qui permet de communiquer, mais ce n'est pas forcément un concurrent de WhatsApp, c'est du SMS, iMessage. iMessage, oui, c'est du texto. Bon, alors c'est un peu plus que ça, parce qu'il y a quand même des possibilités de conversation, de groupe, de choses comme ça. Après, Apple, de messages audio, vidéo. Apple a raté un grand moment. C'est quand ils ont oublié de libérer les API de FaceTime. Ils avaient dit ce sera open source. Oui. On sait qu'en fait c'est une décision de Steve Jobs 20 minutes avant la conférence. FaceTime n'a jamais été conçu, prévu pour être open sourcé après, donc ils l'ont jamais fait. Et je pense que là, par exemple, ils auraient pu apporter une réelle innovation, une réelle nouveauté par rapport à Google Allo, Google Duo, vraiment proposer un vrai service. Et je remarque que parmi ma génération, nous, vu qu'il y a pas mal de gens qui quittent l'iPhone, c'est un fait. On n'utilise plus que des services multiplateformes et celui qui a le plus de succès, c'est Messenger de Facebook. Bien sûr. Oui, et ça aurait permis à FaceTime d'être sur plusieurs plateformes, notamment les plateformes concurrentes. Les plus jeunes, encore plus jeunes que toi, WhatsApp se cartonne quand même énormément. Moi, sur les 12-14, c'est ce qu'on voit vraiment s'installer de plus en plus. Une belle idée quand même autour de Google Allo, pas Allo, mais Google, j'ai oublié son nom, Google Duo, par rapport à FaceTime, c'est la fonction Knock Knock, c'est juste une bonne idée ça, Cédric. Oui, mais c'est amusant. Parce que quand tu lances une conversation FaceTime, le premier truc que tu vois sur ton écran, c'est toi. Oui. Avec une espèce et le nom de ton appelant. Et tout ça, et puis l'interface de communication pendant que tu es en train d'appeler. Ça permet, tu sais, c'est un peu comme un coup d'œil dans le miroir avant de passer à la télé, quoi. Et là, c'est le contraire. C'est-à-dire que c'est la personne qui répond qui va te voir avant de répondre. Histoire de voir exactement à qui elle est en train de parler. Ce qui est intéressant, si ça se passe, si l'adressage se passe juste par le numéro de téléphone, parce que combien de fois tu vois comment ça, 06 08 42, c'est qui ce mec-là? Tu vois ce que je veux dire. Et là, tu le vois avant de répondre. Donc la question se pose pas. Ils appellent ça knock knock, c'est comme taper à la porte et tu regardes l'œil en disant non. C'est une bonne idée. Donc voilà, c'est un gimmick, mais c'est pas idiot. Ils ont beaucoup insisté, peut-être la partie la plus longue concernant l'outil de messagerie, c'est sur les solutions de cryptage, sur la sécurité offerte par ces solutions de messagerie de Google. On sait que la sécurité, c'est un sujet d'actualité du côté de la Silicon Valley avec la polémique autour du FBI et d'Apple et le cryptage de l'iPhone. Alors, les conversations sont cryptées de bout en bout, ils appellent ça la technologie incognito, mais il y a une importance à signaler, Paul, c'est qu'elle n'est pas par défaut, il n'est pas par défaut ce cryptage. Absolument pas. C'est une option, si on peut dire. C'est un peu comme la fonction Do Not Track sur les navigateurs. C'est très utile, c'est très bien pour l'utilisateur, mais c'est très rarement activé par défaut parce que ça empêche les collectes de données et tout ce genre de choses qui peuvent être très intéressantes pour les grandes compagnies. Et on a vu une réaction d'Edward Snowden sur la préservation de la vie privée. Ça l'inquiétait pas mal, cette nouvelle solution, parce que selon lui, à partir du moment où Google l'activait pas par défaut, eh bien, les utilisateurs ne vont pas forcément penser à le faire. Il y a une réelle inquiétude selon toi, Cédric. On sait qu'Apple c'est son cheval de bataille aujourd'hui, son principal argument de vente, la sécurité, même si le FBI a trouvé la parade. Alors oui et non, il faut voir comment, parce que en fait le fond du débat pour les grandes sociétés de la tech, c'est pas tant que ce soit crypté ou pas. Le fond du débat, c'est qu'ils reçoivent tous les jours par dizaines, par centaines, ce qu'on appelle en France des réquisitions judiciaires, disant voilà, on veut le contenu des communications de monsieur machin, ou de tel numéro de téléphone, ou de telle adresse mail. Ce qui leur pourrit considérablement la vie, parce qu'ils sont forcés d'envoyer des centaines de personnes pour arriver à répondre à ces demandes, sans pouvoir en juger la validité, parfois sans limite de durée. On leur dit, voilà, à partir de maintenant, donnez-nous toutes les coms de monsieur machin. Et puis après, il y a l'histoire des tribunaux secrets aux États-Unis. Enfin bon, voilà. Donc les États-Unis sont quand même mis dans une panade noire. Et les géants de la tech, eux, ils ont plutôt tendance à essayer de trouver des solutions qui leur permettent de dire, moi, j'ai pas. Donc, je n'ai pas de réponse à vous donner. C'est exactement l'histoire sur iMessage et sur le cryptage des iPhones. Donc, dans Duo, le fait que tu aies des communications cryptées ne veut pas forcément dire que ces communications, elles soient stockées quelque part chez Google. Ça peut être du pire. Ou ça peut être des trucs avec des caches à vie très courte. Je pense qu'ils voulaient avoir surtout une fonction... C'est le cas, apparemment, pour Google, pour cette solution-là de Google. Pardon ? Il n'y a pas de cache. Cette solution, elle s'auto-détruit comme sur WhatsApp. Si tu le désires, le message s'autodétruit tout de suite après sa publication. Alors oui, mais je veux dire, mais par défaut, il n'est pas sûr que ces conversations soient stockées quelque part. Ça, on ne sait pas pour l'instant. En revanche, de fait, il y a ce mode discret, crypté, qui est un peu comment on appelle ça sous Chrome bougez pas, je vais lancer une session. Voilà, le mode navigation privée. Tu vois, tu lances une session privée. Ils appellent ça incognito maintenant dans Google.
Alors c'est l'autre, parce que sur les navigateurs, ça ne veut pas dire que c'est crypté. Sur les navigateurs, ça veut juste dire qu'on ne va pas taper dans tes cookies, on va sauvegarder aucun cookie de session, etc. Là, c'est pareil. Ça a d'autres effets aussi, c'est que par exemple, les images qui pourraient être échangées lors de ces sessions ne seront pas sauvegardées non plus. Bref, il y a des choses qui relèvent juste de la privacy au sens strict et pas de la confidentialité au sens strict et pas forcément de la protection absolue de tes données. C'est juste pour pouvoir dire que voilà, il y a des conversations qui sont faites pour être oubliées. Oui, et pour conclure sur ce sujet-là, sachez que cette solution de messagerie, que ce soit Allo ou Duo, sera disponible sur Android bien sûr, mais également sur iOS cet été. Donc ce sera vraiment une solution multiplateforme. On pourra l'utiliser, la tester aussi sur iPhone et iPad et se faire une idée. On verra par contre qu'est-ce que va devenir Cédric Hangout, ce qu'on utilise pour faire cette émission. Ça nous intéresse à double chef. Alors Google garantit que Hangout allait continuer, je sais que si c'est tel quel, mais qu'en tout cas, Google Hangout n'était pas en danger. On n'était pas en train de lui montrer le chemin de la sortie, surtout justement pour des fonctions pour lesquelles on l'utilise, c'est-à-dire de la conférence à plusieurs. Ouais. Ce qui n'a pas été le cas d'Apple. Souviens-toi, lorsque FaceTime est sorti, Apple a arrêté de développer iChat, qui est vraiment l'origine de cette émission. Fanny, pour conclure. On a une toute petite question justement, c'est pensez-vous que du coup, Allo et Duo peuvent concurrencer iMessage et FaceTime, sachant que WhatsApp gérera aussi la vidéo bientôt? La vraie question, je pense même pas, si Cédric, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais le vrai objectif de Google, c'est plus WhatsApp qu'iMessage, non? Le vrai concurrent. Oui, c'est WhatsApp, c'est Facebook Messenger. Bien sûr. C'est vraiment d'avoir des moteurs de messagerie vraiment efficaces. Il y a plein de fonctions très rigolotes dans Duo. Par exemple, au moment d'envoyer un message, quand tu appuies sur la flèche Send, tu peux aller vers le haut ou vers le bas pour faire varier la taille de la police de ce que tu envoies, tu vois, comme pour faire varier la force de ta réaction, de ta réponse. Il y a plein de petites fonctions comme ça, et puis d'accès à plein de choses comme des émoticônes et comme d'autres choses encore. Là aussi, je pense qu'il va y avoir un peu d'ouverture d'API pour arriver à intégrer, je sais pas, du GIF animé, des choses de ce genre. Donc oui, bien sûr, la cible, c'est WhatsApp et c'est Messenger. Bien. On a essayé d'être le plus complet pour cette solution de messagerie et de visioconférence. On y reviendra à sa sortie dès cet été. En attendant, on va parler du busomètre avec Paul Ronty. Paul, quelles sont les rumeurs qui ont le plus buzzé cette semaine autour d'Apple? Alors autour d'Apple, cette semaine, on a pas mal parlé de l'iPhone 7 et on remercie un site français, Nowhere Else, qui s'était déjà illustré auparavant. Pour la première rumeur de la semaine, sur l'iPhone 7, il y aurait 4 haut-parleurs. Alors, vrai ou pas, on verra. On a en tout cas vu un prototype de coque du dos de l'iPhone 7, donc, qui montrait ses antennes un petit peu gommées, plus comme sur l'iPhone 6. Celle-ci disparaît. Et au-dessus, là, sur les tranches, vous avez un haut-parleur là, un là, et 2 en dessous, juste le port Lightning, plus de jack, évidemment, on en parle depuis des mois. Ça me rappelle un objet qui est devant toi. Un objet qui est devant moi, l'iPad Pro qui, lui, a 4 haut-parleurs également. Donc, c'est la première rumeur de cette semaine. On verra si c'est vrai ou pas. Seconde rumeur, Paul. Seconde rumeur, Apple aurait fait appel à LG et non plus à Sony pour les capteurs photos de ses iPhone 7, ce dernier étant incapable de fournir une quantité suffisante. Et ça aurait une bonne répercussion. Les modules photo qu'Apple aurait choisis incorporeraient la stabilisation optique, pas seulement pour le grand modèle, mais pour tous. Voilà. Enfin, on a tendance à dire enfin, Samsung, ça fait plusieurs années maintenant que toute la gamme Galaxy est équipée, Galaxy S7 ou S6 est équipée en stabilisateur optique. C'est que le 6S Plus et le 6 Plus qui est équipé de stabilisateur optique chez Apple. Il serait temps de se bouger un peu de ce côté-là, oui, effectivement. C'est clair, surtout que la partie photo des appareils Android est désormais quand même très supérieure à celle de l'iPhone, notamment celle du S7, qui fait de très belles photos, notamment dans le noir. Mais bref, on continue à parler de photos. Le P9, j'aime beaucoup aussi. Troisième rumeur, toujours sur la photo, un double appareil photo pour l'iPhone 7. On en parle parlait déjà l'année dernière. C'est presque entendu. Avec le rachat de Lynx Technologies par Apple. Il y aurait un double appareil photo, comme sur le P9, sur l'iPhone 7. On en saura plus au mois de septembre. Oui. Quatrième rumeur, c'est celle qui me tient le plus à cœur. Il y aurait de nouveaux MacBook Pro à la WWDC. S'il te plaît, Apple, fais attention au Macintosh. S'il te plaît, te gaufre pas. On espère, on attend. On veut pas un MacBook violet ou un MacBook rose. On veut un vrai MacBook Pro sympa. MacBook Pro. Voilà. Et la dernière rumeur, c'est toujours la même. On en a très légèrement reparlé cette semaine. L'Apple Watch 2 en septembre, ça ne bouge pas. Soit c'est un modèle plus fin avec une autonomie qui resterait la même, soit c'est le même design avec des composants upgradés, une Apple Watch
est en quelque sorte. On va en parler de l'Apple Watch tout à l'heure, parce que Google a également fait des annonces en matière d'Android Wear, hein, et donc la partie Watch est une partie importante d'Android Wear aujourd'hui. Mais avant, on va d'abord parler du cœur du réacteur en matière de mobilité chez Google, à savoir Android. La Google I.O. était donc l'occasion de découvrir une nouvelle version d'Android, Android N. Cédric, les responsables de Google ont beaucoup insisté sur les performances, notamment les performances graphiques, avec un nouvel environnement qui s'appelle Vulkan. Oui, absolument, mais ça, là, on rentre vraiment dans le inside baseball, comme on dit aux États-Unis pour les développeurs. Je t'avoue qu'il y a des fois où j'ai un peu laissé ça de côté pendant la conférence, mais ouais, c'est quoi? C'est le métal de Google, quoi. C'est ça, en fait. C'est le métal sur le compilateur Just in Time, etc. Tu disais, pardon? Une sorte de métal dans l'environnement iOS, mais Google, quoi. Et j'ai vu qu'il y avait après plein de sessions pour les développeurs sur gaming en Android, etc., etc. Ils sont persuadés, ils le savent, hein, que c'est aussi un truc très très important. Et puis ils ont aussi la difficulté supplémentaire d'avoir à supporter tout plein de smartphones, d'écrans, de machins, de tablettes différentes. Donc ça pose pas mal de problèmes à résoudre. Mais il y a quand même plein de nouveautés dans cet Android N. Alors c'est drôle parce que d'abord ils ont commencé par dire, nous on s'attendait à ce qu'ils nous dévoilent le nom, qu'on nous dise bon voilà il va s'appeler je sais pas Nutella. Et d'ailleurs il y a une adresse email à laquelle on peut écrire pour suggérer des noms. Il y a un consensus en ce moment, ce serait Nougat. Bon, Nougat. Moi on disait Nutella évidemment, mais moi, Nutella je suis plus salé, je suis désolé. Donc, mais il y a plein évidemment de nouveautés, comme à chaque nouvelle version. Il y a des choses sur la sécurité, il y a des choses sur les notifications, il y a le support de l'équivalent du Force Touch. Les mises à jour en tâche de fond, j'ai vu ça également. Ouais. Voilà, il y a des choses moi qui m'intéressent pas mal. Il y a une économie vachement bien quand tu arrives en bout de forfait. C'est-à-dire que par exemple, toutes les mises à jour en arrière-plan ne se feront que si tu es connecté à du Wi-Fi, mais de manière transparente, sans avoir besoin d'ouvrir, fermer le Wi-Fi. Bref, il y avait déjà des choses qu'on ne trouve pas encore dans le monde iOS et qui sont quand même bien agréables. Par exemple, quand tu es à l'étranger et que tu as un forfait donné qui est assez limité, et tu peux arrêter à 2, enfin, etc., etc. Ça, c'est quelque chose parce que évidemment, dans des semaines où je me prends comme ça, je jongle avec les deux, ce qui permet de faire des comparatifs efficaces. Et voilà, il y a plein de choses. Ils ont amélioré le multitâche. Tu peux maintenant virer, tu vois, quand tu regardes toutes les tâches qui se passent en même temps, tu peux virer toutes les fenêtres, ce qui ne sert à rien en termes de gestion de mémoire, mais ça évite de les virer une à une à la par une, ouais. Bref, que te dire de plus? Non, mais ça va, c'est bon. Quand on monte la slide, alors, on t'entend plus, Cédric. Angotte lui coupe la parole. Voilà, c'est Angotte qui t'a coupé la parole. Donc, beaucoup de nouveautés en matière de performance. On verra vraiment à l'usage lorsqu'Android N arrivera et sera vraiment disponible. Des améliorations en matière de fonctionnalité, en matière d'ergonomie. On sait que notamment, Cédric parlait du multitâche. Android a toujours eu historiquement un gros point fort d'Android. Voilà, par rapport à iOS. Et également le multifenêtrage, Paul. Oui, alors sur iPad, vous connaissez le multifenêtrage. Je vais vous montrer parce que c'est quand même très joli. Ça s'appelle Split View, donc vous savez, vous tirez comme ça sur le côté de l'écran, vous avez une petite flèche qui apparaît et vous pouvez choisir une autre application et splitter. Et là, Google va faire la même chose sur ses téléphones. Alors certaines surcouches graphiques, il me semble que TouchWiz sur les Galaxy Note proposait déjà ça. C'est quand même vachement malin, maintenant qu'on a des téléphones avec des grands écrans. Je parle surtout pour toi qui as un iPhone 6S Plus. Il serait bon qu'Apple se penche là-dessus. De toute façon, tout le monde le dit, c'est pas le hardware qui pêche chez Apple, en tout cas quand on parle de l'iPad. Pour en faire un outil professionnel. Un outil professionnel, c'est le software. Et là-dessus, Google est en train de prendre une longueur d'avance. Il y a vraiment des choses à faire. Moi, je le sais, maintenant, j'ai quasiment plus de Macintosh, j'ai juste mon iPad Pro. C'est un outil superbe, mais parfois, c'est vrai qu'on tape encore contre des murs. Et Google, là, à la I.O., en présentant Android N, a encore fait tomber quelques murs. Déjà, l'année dernière, c'était bien entamé. Là, cette année, ils avancent encore. Je trouve ça très sympa. Voilà. On a une question, Fanny, je crois, sur le multifenêtrage. Oui, justement, on nous demandait si le multifenêtrage d'Android N ne valide pas la vision d'Apple pour iOS sur son iPad. Donc, je pense que Paul a répondu déjà. Oui, mais c'est vrai que c'est un éternel débat, mais c'est vrai qu'il n'y a pas forcément 100 millions de façons de rendre, je dirais, plus productif une interface qui est à l'origine conçue plutôt pour un téléphone, qui est
plutôt conçu pour la consultation plutôt de la production. Donc il semblerait que le chemin soit le bon. La question c'est est-ce que le rythme est le bon? On verra dans 3 semaines à la WWDC. On va se faire plaisir avec maintenant, on va rêver un petit peu, bien que le rêve soit déjà une réalité chez Google, avec la réalité virtuelle. On se pose beaucoup de questions autour d'Apple et la réalité virtuelle. Il y a beaucoup de rumeurs. Est-ce qu'Apple va y aller? En tout cas, une chose est sûre, Cédric, c'est que Google y va déjà à fond et déjà positionné, aussi bien avec un système d'optimisation pour la VR, à savoir le système qui s'appelle Daydream, mais également un casque, un étonnant casque de réalité virtuelle, Cédric. Oui, ça, il y a 2 volets. Il y a un volet logiciel et un volet matériel. Le volet logiciel, c'est d'intégrer dans le système les fonctions qui vont te permettre de gérer soit des contenus de 360, soit des contenus VR. Et puis, alors ils n'ont pas été extrêmement clairs sur cette histoire de casque. En gros, ils ont dit voilà, on va donner à la communauté les specs d'un casque qu'on a conçu, qui va permettre de faire plein de choses, et puis surtout un casque dans lequel on pourra intégrer toutes sortes de smartphones ou qu'on pourrait customiser autour de n'importe quel smartphone, c'est-à-dire que n'importe quel constructeur pourra reprendre et customiser autour un design de référence. C'est ça, une sorte de design de référence. Ils sont apparemment pas allés au bout de la démonstration parce que juste après, on a fini par comprendre que Google aussi pourrait sous son nom sortir un casque basé sur ce même design, mais de manière intégrée avec peut-être déjà un écran à l'intérieur, ou alors on n'a pas compris et c'est peut-être juste pour les prochains Nexus. Bref, on sait qu'il va se passer des choses dans ce monde-là, enfin qui vont aller tout à coup au-delà de cardboard, parce que là le reference design, ce sera un casque. Ils l'ont pas montré en vrai, on a vu que des images. Ce serait un truc en plastique moulé, enfin c'est pas un truc que tu vas déplier dans ton sac. Donc voilà, on sait qu'il va se passer plein de choses. On ne sait pas s'il va y avoir un écran ou pas, hein, Cédric, c'est bien cela. Moi, je n'ai pas très bien compris cet aspect-là. Est-ce qu'on glisse son smartphone ou pas? Les rumeurs d'avant, quand on avait vu passer des trucs sur Android VR, les rumeurs disaient non, Google va sortir un casque entièrement intégré, c'est-à-dire ni un Gear VR de Samsung où il faut rajouter un smartphone, ni un Vive ou un Oculus Rift où il faut connecter un PC, mais un casque entièrement intégré avec son propre écran, qui serait pas un smartphone, mais qui serait un écran de VR, enfin une machine dédiée à la VR, où évidemment tu aurais accès aux applications Android, enfin un peu comme un Gear VR, mais qui est un truc avec un truc qui ferait pas un téléphone à l'intérieur. Et ben finalement c'est pas ça, ou en tout cas c'est pas ça pour l'instant. Ouais. Mais on sait bien je pense qu'ils n'ont pas voulu aussi tirer le tapis dessous les constructeurs qui seront quand même leurs premiers partenaires. Ouais. Ils ont aidé Samsung à le faire, ils vont aider d'autres. J'imagine que tous les Chinois vont s'y mettre, donc c'était peut-être pas forcément le moment pour annoncer ça, mais ouais, c'est pas mal. Les développeurs avaient l'air absolument ravis. Moi, il y en a un ou deux que j'ai vus qui disaient non, c'est vachement bien, c'est intégré dans le système. Il y a plein de choses qui sont très très fines, hein, parce que la VR c'est une discipline terrifiante. Parce qu'il suffit de 3 millisecondes. La différence entre de la VR qui marche et de la VR qui ne marche pas, c'est quelques millisecondes de réaction entre, je sais pas, le moment où tu tournes la tête et le moment où l'image tourne avec toi, par exemple. Donc voilà, ils ont apparemment donné aux développeurs ce qu'il fallait pour arriver à développer des applications. D'où la nécessité, Fanny, c'est pour ça qu'ils ont beaucoup insisté, Google, sur l'optimisation d'Android. Hein. En clair, faire un cahier des charges pour les constructeurs de téléphone pour que le téléphone soit le plus réactif et le mieux équipé pour pouvoir répondre à la réalité virtuelle. Mais il est important que aussi les applications soient optimisées parce que sinon, tout simplement, il y a des effets secondaires à la réalité virtuelle, notamment pour simplement mal de mer. Oui, il y a l'effet mal de mer avec tous les décalages. Il faut arriver à te faire rentrer dans l'image parce que dès que tu mets, tu vois, le premier truc que tu vois, c'est les pixels finalement qui frustrent un petit peu. Hein. C'est encore un peu comme Siri, c'est cette expérience qui est un peu définitive. La définition n'est pas suffisante. Hein, c'est ça. Le problème est un problème technique, c'est-à-dire que les écrans de smartphones qui sont déjà superbement magnifique, on ne voit plus un seul pixel. Reprends un iPhone 3GS et tu verras comment ça pique les yeux. Avant le rétina, bien sûr. Voilà, quand on regarde dans un casque VR, c'est ce qui se passe. Non, mais même, le problème, ce sont ces lentilles. Donc, c'est technique. Il faudrait qu'on arrive à des écrans d'une finesse tellement fine que, pour l'instant, on est limité. On voit les problèmes de production. Donc, voilà, déjà, il y a ça. Donc, il faut que l'expérience soit bonne. Et c'est là où le HTC Vive est très très bon. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à créer des expériences où ton corps et tes yeux vivent la même chose. Avec tu son bouges. Propre écran intégré. Voilà, avec son propre écran intégré. Oui, après, il n'y a pas que ça. Mais déjà, cette expérience-là, elle est bonne parce que tu rentres et tu oublies la perte de qualité graphique par l'expérience que tu as dans le jeu ou dans des applications qui sont ludiques. Immersif, dirons-nous. Exactement, tu es complètement en immersion.
Mais après, tu as des petits trucs, tu prends alors, le cardboard, mais il y a encore mieux maintenant, tu as les petites lunettes Omido, ces 2 petites lentilles, ça se replie, ça se met dans le sac à main. Moi, au début, je me suis dit, ouais, mais il n'y a pas de truc pour te mettre en immersion. Tu vas voir ce qui se passe autour, etc. Pas du tout, tu mets juste tes 2 petites lentilles sur ton smartphone, on l'avait montré en coup de cœur il y a quelques semaines, ça vaut 15 €, tu mets ça sur un smartphone et il y a plein d'applis VR, il y a Star Wars, ils ont fait des super trucs. Moi, j'ai vu les gamins, tu leur donnes ça dans la cour de récré, ça a été, on a eu du mal à les remettre en cours, donc c'était assez marrant parce qu'ils voulaient tous essayer, même dans la cour de récré avec plein de lumière, de soleil et tout, tout le monde était la tête en immersion et voulait plus s'arrêter de jouer. Donc, après, c'est en effet le design du jeu ou des applications et la puissance de calcul pour que tout ça suive. Pour la suite, ce serait bien en effet que techniquement on augmente encore un petit peu et on va voir, mais je sais que c'est pas ça qui va arriver. Ce qu'il y a de bien, c'est que ce soit ouvert, enfin, les plateformes de développement et que les développeurs, ils attendent que ça de pouvoir s'amuser sur ce genre de choses et d'avoir un maximum d'outils simples. Voilà, et qui soit cohérent, parce qu'il ne faut pas que ce soit on a ça à droite chez une marque, il faut que tout cohabite. En tout cas, si cette annonce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour pour HTC, pardon, son vaille, hein, si Google lance sa propre plateforme avec son propre matériel qui servira de base à tous les constructeurs chinois, c'est pas une bonne nouvelle pour HTC qui va pas très fort en ce moment. Ouais, mais faut voir parce que HTC a cette force d'avoir des capteurs qui te localisent dans une pièce. Qui va beaucoup plus loin. Voilà, qui va beaucoup plus loin que d'avoir juste les capteurs dans le casque. Et pour l'instant, c'est leur force à eux. C'est vraiment de pouvoir te faire rentrer dans une salle blanche et t'emmener n'importe où. Ouais, on verra la version finale, en tout cas de la solution de Google. Paul, du côté d'Apple, c'est plutôt le calme plat. Il y a beaucoup de rumeurs, beaucoup d'entreprises qui ont été rachetées, mais pour l'instant, on ne voit rien venir. Il est possible aujourd'hui de faire la réalité virtuelle avec un iPhone, notamment avec les solutions de Google, puisqu'elles tournent sur iOS. Mais pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Non, pour le moment, Apple n'est pas vraiment rentré sur ce terrain. Par contre, on a des commentaires de Tim Cook, ce qui est plutôt déjà énorme en soi, quand on connaît la culture du secret d'Apple. Il parle. Il y a eu des rumeurs qui sont sorties dans les 3 derniers jours ou 4 derniers jours suite à la visite en Inde de Tim Cook. Donc on pense que ça va bouger là-dessus. On sait qu'Apple noue des partenariats. Après, sous quelle forme? Qu'est-ce qu'elle va vraiment créer? Un casque Lightning qui se branche à ton iPad, à ton iPhone. Qu'est-ce que ça va être? Est-ce que ça va être un accessoire pour ton Apple TV? On ne sait pas vraiment. Ouais. Voilà. L'autre question, et on le pose régulièrement aux invités de nos émissions, encore récemment avec Julia, c'est sur la pertinence de la réalité virtuelle. Est-ce que c'est véritablement ça le next big thing? On est tous d'accord, Cédric, qu'en matière de jeux vidéo, il y a vraiment un créneau énorme. Et aujourd'hui, le jeu sur iOS est quelque chose de très important et Apple ne peut pas en faire l'impasse. Et pas seulement, et puis aussi sur des choses qui sont ces territoires aussi naturels, c'est-à-dire la découverte, l'éducation, je sais pas, la science, enfin, il y a plein d'applications qui vont aller bien au-delà du jeu vidéo. C'est-à-dire que moi, j'ai vu des applis même professionnelles et très sérieuses pour la formation des chirurgiens où tout à coup, tu redécouvres des opérations en VR et tu tournes la tête et tu vois les manuels qui t'expliquent les gestes qu'il faut faire. Enfin, il y a vraiment des applis vraiment bien qui boucleraient parfaitement avec des choses pour lesquelles on connaît déjà Apple. Et puis, de toute façon, Apple est en recherche, elle aussi, du next big thing. Donc là, pour l'instant, l'investissement pour arriver à sortir un casque serait finalement assez mesuré. On voit mal comment Apple n'irait pas. Sauf à avoir la conviction que c'est un truc tout pourri, que ça n'a aucun intérêt, que c'est fait pour amuser la galerie, etc. Mais je vois mal comment ils arriveraient à tenir ce discours face à des développeurs qui sont aussi des développeurs Android, qui sont aussi des développeurs de jeux vidéo ailleurs. Et qui sont demandeurs. Et qui vont lui dire, mon chéri, tu vois, Sony nous le sort sur PlayStation, on a acheté ses Vive, on a Oculus, on a tout ce qui se passe sur Android, tu es le dernier village gaulois, quoi. Donc voilà, je vois mal comment Apple ferait l'économie d'une annonce dans ce domaine. Eh bien, oui, Fanny. D'aller sur le terrain de Microsoft avec les HoloLens, c'est d'aller plus sur la réalité mélangée, qui est encore un gap supérieur, moi je trouve. Mélangeant réalité virtuelle et réalité augmentée. Ouais, quoi, tu vois ton environnement, mais tu peux, pour tout ce qui est éducatif, voilà, t'es pas isolé et tu peux avoir vraiment plein d'infos, c'est assez impressionnant. Alors vous savez quoi, on ne sait pas si Apple va présenter quelque chose dans 3 semaines à la WWDC sur la réalité virtuelle, mais en tout cas, dans Refait le Mac, on vous promet une émission dédiée à la réalité virtuelle d'ici la fin de la saison. On est en train d'y travailler et peut-être même qu'elle sera tournée en réalité virtuelle. On va voir si on peut pas vous préparer ça avec Dailymotion. Un dernier mot peut-être avec toi, Paul. Il y a un terrain justement sur ce que disait Fanny, sur la qualité des écrans, les lentilles et tout, où Apple pourrait faire quelque chose. Apple a toujours été quand même assez bonne dans les écrans. Elle a quand même
était pionnière dans les écrans Retina. Attention au vocabulaire dans cette émission. Et elle pourrait peut-être effectivement faire développer un écran de très 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 haute résolution ou le premier écran VR Retina. Ça me semblerait être une avancée intéressante. Très bien, mais écoute, c'est une perspective intéressante. J'ai une dernière question. Oui, Fanny. On nous demande si avec Maps, Search Vidéo VR, Cloud Performant, Bureautique, Google et Microsoft ne seraient-ils pas devenus les meilleurs outils des AI devices? Moi, je ne vais pas répondre parce qu'on va dire que je suis un fanboy, mais on va laisser Cédric répondre. Est-ce qu'aujourd'hui, Apple est en retard sur ce créneau-là par rapport à Microsoft? Le cloud par rapport à Microsoft oui, par rapport à plein de choses. Enfin, c'est-à-dire que pour l'instant, ils sont quand même plutôt dans une démarche où ils raccrochent les wagons après. On l'a vu sur la musique, on l'a vu sur plein de choses. Et puis en plus, voilà, ils conjuguent un léger retard avec parfois des services un peu octants. Monsieur X serait là, il te raconterait tous ses déboires avec iCloud, tu vois. Ouais. Donc, moi, j'ai toujours des problèmes avec Montrosso. Pas forcément récent, c'est aussi des choses qui sont arrangées parce que Apple a massivement dans le cloud. Mais c'est amusant parce qu'il se trouve que j'ai aujourd'hui déjeuné avec un garçon que je n'aimerais pas, mais qui est le numéro, qui est sur les premiers doigts de la main d'une très grosse entreprise qui fait du service dans le cloud dans la Silicon Valley et qui nous racontait à quel point c'est investir dans ces plateformes-là, c'est des choses qui s'improvisent pas. Enfin, parce qu'évidemment, l'attente, c'est que ça marche toujours, tout le temps, dans les meilleures conditions, surtout quand tu sers des professionnels qui te payent. Donc, c'est à la fois très compliqué. Et il expliquait à quel point, par exemple, la fiabilité de leur plateforme était la première valeur cardinale, avant même la qualité des produits, des logiciels, des machins, des apps, des expériences que tu pouvais délivrer. C'est-à-dire que si la plateforme marchait pas, etc., tout à coup, tout s'arrêtait. Donc voilà, c'est pour une société comme Apple qui part plutôt, tu vois, du produit et si possible du produit hardware ou de l'application, je pense que ça souffre aussi de ne pas être forcément un métier noble à l'intérieur d'Apple. C'est-à-dire, c'est pas le premier truc auquel on pense. Et pourtant, c'est quand même là-dessus que l'essentiel de la vie future, pas forcément d'Apple, mais au moins de ses utilisateurs, va se passer. Même si, voilà, il y a des choses, moi, que j'ai vues cette semaine où je me suis gratté la tête. On pourra en parler sur le futur d'Apple et tout ce qui va se passer ici. Oui, je suis assez d'accord malheureusement. Et Luc Julia, encore une fois, l'un des papas de Cyril le disait dans cette émission, le cloud, c'est pas la force d'Apple. Hein. Pour Apple, aujourd'hui, le cloud, c'est plus du backup que vraiment des solutions et des services véritablement innovants. On espère avoir, encore une fois, dans 3 semaines, des choses à vous raconter. Dernier fer au feu de Google et pour faire opposition à Apple, c'est celui de la montre connectée, des objets connectés avec Android Wear. Android Wear, donc c'est l'environnement des objets connectés et notamment des montres. En face, il y a Apple avec l'Apple Watch. Une nouvelle version d'Android Wear qui a été présentée, Cédric, à la Google I.O., la 2.0. Quelles sont, allez, en résumé, les grandes avancées? Alors, il y en a plein, mais qui intéresseront surtout les développeurs et les constructeurs de montres. Moi, les choses qui m'ont marqué, c'était d'abord la capacité d'avoir des applications autonomes, qui ne sont pas juste des extensions Ça nous rappelle quelque chose dans l'environnement Apple, ça également. Hein. Voilà. Et qui vont surtout permettre à la montre de fonctionner sans la présence du smartphone. C'est-à-dire que, par exemple, tu pourras écouter de la musique, tu pourras avoir ton truc de fitness, etc., etc., que ce soit sur une montre qui n'est juste pas connectée à un smartphone ou sur une montre qui a, par exemple, sa propre puce, sa propre SIM et son propre accès aux data. LG fait ça, je crois. Pardon ? LG en fait une, je crois, une montre 4G ou encore Huawei. Ah, ouais, mais enfin, pour l'instant, bon, c'est un bel essai, mais on va dire qu'on n'y est pas encore. Surtout parce que les applications sont souvent juste conçues pour être des extensions de la même application sur mon smartphone. Donc voilà, pour le coup, c'est vraiment le truc le plus marquant que j'ai vu. Là aussi, les développeurs avaient l'air ravis. On a vu plein de nouveaux modèles de montres. Il y en a plusieurs qui m'ont beaucoup. Il y a ZTE va sortir une montre qui a l'air vraiment très belle. Et alors pour le coup, pour la première fois, j'ai vu la montre Tag Heuer qui avait été annoncée à grand renfort de communication, etc. C'est une intense déception. Surtout qu'évidemment, elle coûte le prix d'une montre Tag, quoi. Donc. Ouais. Moi, ce que j'aime bien dans Android Wear et dans les solutions de Google, c'est le niveau de personnalisation des cadrans. On peut personnaliser bien sûr le cadran d'Apple et de l'Apple Watch, mais on ne peut pas mettre le cadran que l'on veut, un style
style Breitling, un style Cartier. Et ça, je trouve que c'est une aberration totale. S'ils faisaient ça, je suis sûr que ça créerait un engouement autour d'Apple. On est très critique dans cette émission, Paul, envers l'Apple Watch. On s'aperçoit finalement qu'Android Wear... Mais on l'aime bien quand même. On l'aime bien, puisqu'on la porte encore. On s'aperçoit que l'Android Wear ne fait pas beaucoup mieux et que suit le chemin d'Apple finalement, même s'ils sont partis plus tôt, notamment sur les applications qui tournent de manière autonome. C'est quelque chose qu'on voit depuis quelques mois déjà chez Apple. C'est ça, exactement, je suis d'accord avec toi. Après, Android Wear propose, c'est la diversité du matériel qui fait quand même la sympathie de cet environnement, notamment des montres, je pense à la Moto G, que j'aime beaucoup personnellement, même si la première version était trop grosse. Malgré tout, on est ici, je suis dans un écosystème très iOS, très Apple. Donc c'est vrai que l'Apple Watch complète mieux mon écosystème de services. Quoi qu'Android Wear fonctionne sur iOS avec iOS depuis quelques mois maintenant. Mais j'ai essayé des montres Android Wear, et même si elles sont très sympas, la Gear S2 est une super montre, franchement. Très très belle montre. C'est à mon avis c'est l'une des seules qui met une énorme claque à l'Apple Watch. Et Apple doit se ressaisir avec l'Apple Watch 2, mais j'aime quand même beaucoup celle-ci. Après, ce qui m'a beaucoup plu dans l'interface qui doit changer. C'est juste que quand tu reçois une notification, pouvoir lire le corps de ton mail, ça devrait être le minimum. Quoi. Voilà, on est entièrement d'accord. On doit trop taper sur avoir recours à l'écran. Après, il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu, c'est quand Google a présenté la vision de son écosystème. Il y avait une petite différence, je ne sais pas si vous vous rappelez, en mars dernier, quand Tim Cook a introduit le MacBook, on avait cette slide où on voyait la montre, un iPhone, un iPad, un MacBook Pro, un iMac. Et chez Google, il y avait une montre, un téléphone, une tablette, un écran de télévision et une voiture. Et j'ai trouvé que voilà, ça montrait un petit peu la différence qu'il y avait entre ces deux marques qui ont des points communs. Et en même temps, Google, qui elle cherche vraiment à créer un écosystème de vie, là où Apple, qui tendait vers ça, cherche à créer plus un écosystème de travail et de consommation. Voilà. Je ne sais pas ce que va être la prochaine version de l'Apple Watch. En tout cas, il y a urgence apparemment, si on en croit les chiffres du cabinet IDC, la montre connectée d'Apple se serait écoulée, ou c'est vendu, c'est même pas du conditionnel, à 1,5 million d'exemplaires durant les 3 premiers mois de l'année. Donc ce serait le pire trimestre pour l'Apple Watch. C'est pas négligeable, 1,5 million, mais on est loin des promesses et du relais de croissance espéré pour cette montre. On s'aperçoit surtout que l'engouement commence sérieusement à se tarir et qu'il est temps de sortir une nouvelle version. On parle d'amélioration du côté du logiciel, d'amélioration du côté des performances. Moi, c'est presque un an que je l'utilise. Moi, ce que j'aimerais, puisque je suis plus tout jeune contrairement à toi, Paul, c'est que tout simplement l'écran soit plus grand. Et oui, c'est possible. Il y a des montres avec des grands écrans, des grands cadrans. Je pense qu'on pourrait décliner l'Apple Watch en différents formats de cadrans, comme aujourd'hui l'iPhone. Il ne s'agit pas de faire des écrans de 15 pouces, mais un peu plus grands, pour mettre plus de lignes, notamment lorsqu'on veut consulter ses mails ou répondre à des SMS. On va voir si Apple va suivre ce concept de design ou va rester figé sur un modèle unique comme les premiers iPhones il y a quelques années. La réponse dans les prochains mois, voire même en septembre, selon la rumeur. On va aborder, pour conclure cette émission, puisque Cédric était à San Francisco, on va parler des Apple Store, puisque le flagship, l'un des plus beaux en tout cas, Apple Store aux États-Unis a ouvert ses portes en plein centre de San Francisco. Cédric va nous en parler. Cédric, l'événement outre Google I.O. à San Francisco, c'était l'ouverture du nouveau flagship d'Apple, le nouveau vaisseau amiral des magasins d'Apple à San Francisco, du côté d'Union Square. C'est dans l'ancien bâtiment, un immense bâtiment où il y avait Levi's jusqu'à maintenant. Un beau magasin, c'est intéressant, on te pose la question puisque ça va un peu préfigurer ce que seront les Apple Store de nouvelle génération dans les mois qui viennent. Qu'est-ce que tu en as pensé? Tu l'as visité? Ah, c'est magnifique. Hein. D'abord, ça résout un vieux problème pour Apple, c'est que quand même, San Francisco, c'est un peu l'épicentre pour Apple. C'est leur capitale à eux. Et l'Apple Store en bas d'O'Farrell, là, il était quand même pas très grand. Bon, il était bien, mais c'était pas. Hein. Ça y est, ils ont un magasin à l'échelle de ce qu'est Apple pour cette ville. Et il est magnifique. Il est juste splendide. Et surtout, tu l'as dit, il préfigure ce que seront les futurs Apple Store, parce que tout à l'intérieur a été réorganisé. Il y a cette façade entièrement en verre avec ces gigantesques portes en verre de 12 mètres je sais pas, ça doit faire 20 mètres de large, facile, quand tu les ouvres. Et donc, tout à coup, tu as un Apple Store qui est entièrement ouvert sur la ville. C'est assez frappant. Des esprits malins ont dit, oui, c'est aussi assez grand pour laisser passer des voitures. Mais ce qui n'est pas idiot. Oui. Je dois dire, c'est pas idiot. Ouais. Alors, il y a plus de Genius Bar. Il y a un Genius Grove avec des arbres. Là, parfois, je me gratte un peu la tête. Des arbres à l'intérieur. Laisser à l'extérieur. Allez. À l'extérieur, il y a même.
et le logo est sur le côté. Il est un peu passé sur l'iPhone, il est à l'arrière, finalement, c'est peut-être normal. Et derrière le magasin, il y a un petit espace ouvert avec des tables, des arbres et du Wi-Fi gratuit qui sera ouvert 24 heures sur 24. Sympa. Là aussi, on se dit, bon, je comprends pas, je vois pas comment ils vont générer du chiffre d'affaires. L'idée d'Angela Ahrendts, qu'on a croisée, mais elle nous a pas parlé, je te malaise. La patronne des Apple Store. Dire, tiens, on se retrouve chez Apple. Oui, directement. C'est vrai. Voilà. Pardon, Paul. Et donc, là aussi, donc Johnny Ive va beaucoup participer au design du magasin. Il était là d'ailleurs à l'ouverture. Non, c'est très très beau. Je dois dire que c'est extrêmement aéré. Il y a une gigante mezzanine sans pilier en dessous. Enfin, c'est de la très très belle architecture. Moi, j'avais jamais vu un truc pareil. Et de fait, a priori, le modèle au moins de l'organisation intérieure des magasins sera adapté, voire même rétrofité, comme on dit, sur les grands Apple Store existants. Ouais, on espère le voir bientôt, notamment en France. Il y a un prochain flagship qui devrait ouvrir ses portes à Paris. Tout le monde pense aux Champs-Élysées, mais d'abord, ça va ouvrir du côté de Saint-Germain-des-Prés, du marché Saint-Germain à Paris, qui devrait ouvrir ses portes d'ici le mois d'octobre, selon mon oreillette gauche. Paul, il y a une urgence de renouveler et de moderniser les Apple Store, parce que c'est vrai que le concept a un petit peu vieilli. C'est plus d'une dizaine d'années, que dis-je, 15 ans qu'il existe aujourd'hui. Et puis surtout parce qu'il est victime de son succès, une nouvelle organisation plus que le design en lui-même. Ah oui, ça oui. Alors, que le concept est vieilli, bon, on peut dire ce qu'on veut. Ça va, ça fait pas encore daté. Surtout, je tiens à le dire, pour les Français, pour nous, parce qu'on a découvert les Apple Store finalement sur le tard, bien après les autres. Donc ça ne nous choque pas tant que ça. Et moi, je trouve toujours que l'Apple Store Opera est assez réussi. Par contre, ouais, il y a énormément de monde et c'est un petit peu devenu une bétaillère. Voilà. Donc ça, pour le coup, c'est peut-être une bonne idée. À voir ce qu'Apple va faire dans les lieux qu'elle a choisis en France. Oui, il faudra simplement multiplier le nombre de points de vente pour que effectivement le trafic se jugule. On dit comme ça ? Se régule. Se régule, c'est nouveau, ça vient d'être inventé. Je fatigue, c'est lundi matin. On enregistre tôt et on verra si. Bon, ça commence par le 7e arrondissement, mais c'est vrai que s'il y a beaucoup de magasins qui ouvrent, il y aura simplement moins de monde au Genius Bar tout simplement et au-delà. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de touristes aussi qui viennent à Paris pour acheter du matériel parce qu'on ne trouve pas forcément dans leur pays ou avec du retard. Et c'est vrai que ça n'arrange pas les choses. Rendez-vous donc au mois d'octobre pour l'Apple Store de Saint-Germain-des-Prés. Je ne vous ai rien dit. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. On va passer tout de suite à vos coups de cœur, messieurs, dames. Allez, les coups de cœur, on commence tout de suite du côté de San Francisco avec Cédric. Alors, moi, j'ai 2 coups de cœur cette semaine. Le premier, c'est le restaurant où j'ai dîné ce soir. Mais c'est pour une raison simple, c'est que pour la première fois, j'ai réussi à aller dîner à Sushiran. Et Sushiran, c'était le restaurant de sushi préféré de Steve Jobs. C'était en pèlerinage. Et je dois dire que l'homme avait... et je dois dire que ça se passait à Sausalito, juste de l'autre côté du Golden Gate. Et je dois dire que l'homme avait bon goût en chi parce que c'était quand même vachement. Le deuxième, plus sérieusement, ça vient d'une petite entreprise qui s'appelle Waverly Labs et qui ont inventé, je crois que ça s'appelle Signal. Et c'est une petite oreillette que tu te mets dans l'oreille. Et non, ça s'appelle Pilot, pardon, pas Signal, Pilot. Et c'est en gros, on a intégré à l'intérieur un système de reconnaissance vocale et un système de traduction. Tout à coup, tu vas pouvoir parler à quelqu'un qui ne parle pas ta langue, répondre. Oreillette, évidemment. Si ça marche, sinon ça marche pas. Chacun parle dans sa langue et l'oreillette traduit dans ta langue. Magique. Ils l'ont mis, je crois, sur Indigo. Ça a l'air encore évidemment assez préliminaire. Moi, j'aimerais bien pouvoir le tester en vrai pour voir si ça fonctionne. Mais là encore, on est face à une espèce de promesse, de chose qui va réaliser une vieille promesse de la technologie, c'est-à-dire d'arriver à annuler les barrières de la langue. Voilà, ça s'appelle Waverly Labs et on attendra qu'ils finissent leur Indiegogo et puis les 2 ans de retard habituels pour le faire en vrai. Ouais, on voit qu'il y a beaucoup de promesses en matière de technologie, notamment dans la Silicon Valley, mais que dans la Silicon Valley, la connexion Internet, c'est pas encore ça, malheureusement. Paul, quel est ton coup de cœur cette semaine ? Alors, mon coup de cœur, j'en ai plusieurs, mais vu que je suis flemmard, je vais en faire un seul et j'étalerai les autres sur les autres semaines. Mon coup de cœur, c'est la version 2 de Day One, cette application qui vous permet de garder votre journal sur iPad, iPhone et Macintosh. Ça se synchronise. Elle était gratuite, mais je crois qu'elle ne l'est plus. Pas intime, mais ça te permet, si tu veux, de dire... Tu as le droit, tu es encore jeune d'avoir un journal intime. Non, mais c'est vachement pratique, parce que j'ai assez peu de mémoire, et si je note pas tout ce que j'ai fait ou ce que je fais, j'oublie vite. Donc je note tout, et c'est très sympa. Ça permet d'avoir... Dans la version 2, on peut avoir plusieurs journaux. Un pour le boulot, un pour la vie privée, un pour les vacances. Et ça permet d'ajouter des tags, des localisations, de savoir quel temps il faisait quand tu as pris un café tel jour avec machin, ou que tu étais à la plage, que tu as fait du bateau. Voilà, c'est assez sympa. Ça permet de se rappeler de plein de trucs et de planifier et de faire des petits comptes rendus. Et c'est une très belle application en plus, je vous la recommande fortement.
Merci. Paul, de ton côté, Fanny, quel est ton coup de cœur cette semaine? Mon coup de cœur, j'étais au MedPi, tu sais, la semaine dernière, c'était plus B2B, mais c'est un salon. Oui, le salon de voilà, Monaco, donc il y avec avait plein d'accessoires et iPhone. Il y avait, exactement, mais pas que, il y avait aussi. Alors, tu sais qu'on n'arrête pas de prendre plein de photos, plein de vidéos, et tous nos smartphones sont blindés parce qu'en plus, il y a encore des marques qui continuent à sortir des smartphones avec 16 gigas de mémoire en interne. Tu vois pas de qui tu parles. Bon, me croquer dessus, il y a un de nos partenaires réguliers que j'aime beaucoup, etc., qui a sorti 2 nouveaux produits. Alors, il y en a un qui est un petit peu plus ancien, c'est le Dual USB Drive 3. Et ça, c'est pour Android. voilà, ça, c'est pour Android. Donc, c'est tout bête, c'est une petite clé USB que tu colles directement sur le port micro USB de ton smartphone et tu peux vider toutes tes photos en une seule fois et les sauvegarder et du coup après les retrier. Donc tu n'as pas besoin de ton ordi, etc. Tu pars en vacances, tu as juste ça. Pas de risque d'être saturé. Et donc ils viennent là juste de sortir, c'est le nouvel X-Pen Flash Drive. Donc ça c'est pour iPhone. Voilà, on voit le port Lightning juste ici. Et c'est pareil, ça monte jusqu'à 128 Go et ça permet de vider tout son iPhone directement dans la clé, de sauvegarder, voire même ses contacts aussi, ça peut être pratique. C'est vrai qu'elles sont vachement bien ces clés. Moi j'ai l'ancienne qui est vachement plus grosse. Qui était beaucoup plus grosse. Là, en plus, ils ont changé le design, il est beaucoup plus discret. Si je peux me permettre, vraiment l'innovation la plus sympa, c'est qu'on peut utiliser l'appareil photo et que la photo se stocke directement. Exactement, si tu es vraiment bloqué. Mais bon, je préfère vider. Et alors, dernier coup de cœur, regarde, Paul, c'est pour te faire bisquer un petit peu. Regarde avec mon imprimante 3D ce que j'ai trouvé sur Steamverse. Est-ce que tu sais ce que c'est? Est-ce que ça te parle? Ça. Alors, c'est quoi? Essaye de c'est le logo de Marathon? Non, presque. C'est pour en fait mettre la station de charge de ta montre. Ah oui. Oh ouais. Et donc, tu rentres, tu vois ta petite montre comme ça. Et donc là, tu rentres ta montre et l'Apple Watch devient l'écran de ton mini Apple. Bon, je crois que tu me le fais pour combien? On va en discuter après en loge. Ah, c'est sympa. Voilà. On n'en discute plus. Hein. C'est pour moi. Non, je plaisante. C'est très sympa. C'est vrai qu'on peut faire des choses étonnantes. On peut imprimer des choses fabuleuses et avoir des docs très très sympas sur... juste en impression 3D. Alors de mon côté, mon coup de cœur, c'est une application iPhone. Il y a beaucoup d'applications pour scanner. Il y a derrière moi Cédric qui a les mêmes soucis que moi lorsqu'il faut faire ses notes de frais. On oublie toujours des papiers, on est un peu désorganisé, on a plein de choses à faire, donc on oublie souvent le principal. Quelle est la meilleure, ou en tout cas l'une des meilleures apps pour scanner automatiquement vos documents et reconnaître leur contenu? Ça s'appelle ScanBot. Elle coûte 7,99 € la version Pro. L'avantage, c'est que vous scannez et vous oubliez, puisqu'elle est stockée automatiquement dans le cloud, et que le scan, par exemple, d'une note de frais ou d'une carte de visite, il y a la reconnaissance optique, pas la reconnaissance vocale. Et donc après, quand vous recherchez, vous faites votre budget et vos comptes, et vous recherchez une note pour l'imprimer et le justificatif, il suffit de taper le nom du restaurant et ça sort de votre Dropbox. C'est assez génial. Et en plus, il suffit de prendre la photo avec son iPhone pour que le scan soit automatiquement sauvegardé et découpé. Il n'y a même pas besoin d'appuyer sur le déclencheur. ScanBot, 7,99 € sur l'App Store. Je crois que ça existe même sur Android. Voilà. Nous sommes arrivés au terme de ce 230e épisode d'On refait le Mac déjà. Vous retrouvez chaque semaine ou presque Cédric dans cette émission et tous les vendredis sur LCI pour plein écran. Quel est le menu de la prochaine émission, Cédric? On va parler de tout ce dont on s'est parlé ici, c'est-à-dire Google I.O., c'est-à-dire l'Apple Store. Il y aura plein de choses sur le jeu vidéo aussi. On est allé voir juste à côté, là, en pleine Silicon Valley, il y a un parc d'attractions où il y avait une attraction sur Mass Effect, le jeu vidéo. C'était vachement bien. Donc voilà, première diff, vendredi 14h30 sur LCI, mais vous le trouvez aussi sur la page Facebook de l'émission. Voilà, et le reste du temps en direct. En plateau, ça fait plaisir. Merci Cédric. Vous retrouvez Fanny également chaque semaine ou presque dans cette émission et puis également dans une Fanny's Party. Malheureusement, elle sera on enregistre avant. Voilà, exactement. C'est demain soir, on a changé de lieu. Donc, on va au Village by ICEA, donc dans un lieu où il y a plein de startups. Ça va être très sympa. Et puis sinon, retrouvez-moi aussi maintenant sur 1110.com. Donc c'est 1000110.com. On a lancé une petite chaîne à plusieurs journalistes. On commence à poster des émissions. Et entre autres, on en a une sur les HoloLens à ne pas rater. Voilà, et bientôt, tu m'as promis sur Dailymotion. Oui, ça arrive sur Dailymotion. On va commencer à poster sur Facebook aussi, vous pouvez retrouver ça. Et on arrive sur Dailymotion. Il faut soutenir les startups et les produits français maintenant. Il faut soutenir les journalistes français qui veulent produire des médias de qualité. Oui, on rame des fois. Merci beaucoup Fanny. Quant à nous, on se retrouve dès la semaine prochaine. On va réfléchir avec Paul. Je ne sais pas encore de ce dont on va parler. On va bien trouver quelque chose. Qu'est-ce qu'on va faire la semaine prochaine? J'ai quelques idées. Bon, rendez-vous la semaine prochaine. Soyez rendez-vous dès le vendredi soir sur Dailymotion. Au revoir.